Bien, merci aux organisateurs de m'avoir invité à venir parler de l'importance de la prévention primaire cardiovasculaire pour les personnes en situation de handicap. Donc très rapidement en introduction, vous savez que la prévention primaire, c'est finalement le vrai traitement. On fait en France un peu trop de médecine, on va dire, curative. On devrait faire de la médecine préventive. Les situations de handicap, vous les connaissez, ce sont toutes les pathologies chroniques innées acquises, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Et l'objectif de la prévention primaire chez les patients présentant un handicap, c'est bien évidemment de maintenir leur autonomie et leur capacité fonctionnelle. Ça passe par la prévention cardiovasculaire, ça passe par l'activité physique et le sujet de ces entretiens. Et puis ça a été démontré dans les différents rapports que vous connaissez, INSERM, OMS, Maxence vient d'en parler, les rapports HAS, de l'ANSES et du Médico-Sport Santé sous l'égide du CNOSF. Donc, l'élément déterminant dans la prévention cardiovasculaire chez les patients en situation de handicap, vous le savez, c'est la capacité à l'exercice, qui bien sûr diffère en fonction des spécificités du handicap, des différentes pathologies, des différentes déficiences dans les pathologies neurologiques, locomotrices, cardiovasculaires et autres. Et donc ça va nécessiter effectivement, pour faire une prévention adaptée, personnalisée et individualisée, d'évaluer ses capacités fonctionnelles en fonction de la pathologie présentée. Donc, je vous rappelle que la VO2 peut s'exprimer en mètres, vous le savez. Et puis, ce qui nous intéresse, nous, plus particulièrement, finalement, c'est d'expliquer aux patients, parce qu'ils vont dire, mais c'est quoi, docteur, un mètre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça rejoint la discussion qu'on vient d'avoir, c'est effectivement, qu'est-ce que le patient est capable de réaliser en termes d'endurance, en termes de gestes de la vie quotidienne, que ce soit des activités de loisirs, des activités domestiques, ou quand il veut reprendre une activité physique et sportive. Donc le message clé, c'est que c'est vraiment la capacité à l'exercice qui est l'élément déterminant. Pourquoi? Parce que c'est un facteur très important dans le pronostic de survie. C'est vrai chez le sujet sain, vous connaissez sans doute cette étude de Myers dans le New England de 2002, mais c'était une étude sur 6000 hommes avec un suivi pendant 7 ans, où vous voyez sur les courbes en haut à gauche en bleu les sujets sains et les sujets présentant une pathologie cardiovasculaire, et vous voyez que quand on fait un exercice à haute intensité plus que 8 mètres, et effectivement, le pourcentage de survie à 14 ans est beaucoup plus important que chez des sujets qui pratiquent une activité, on va dire, modérée, 5 à 8, ou faible, inférieure à 5. Et on retrouve exactement les mêmes résultats pour les sujets présentant une pathologie cardiovasculaire. Bien évidemment, le taux de survie est inférieur, mais ça évolue de manière parallèle. Et on voit tout l'enjeu de réaliser effectivement une activité physique, idéalement la plus intensive possible, puisque le taux de survie est beaucoup plus important. Et vous avez en bas la même représentation de ces valeurs, mais qui est cette fois-ci exprimée en pourcentage de VO2. Donc ce qui est important sur ces diapositives, c'est ce que je vous ai mis, et c'est ce qu'il faut expliquer à nos patients, c'est que quand on augmente de 1 mètre, la capacité maximale à l'exercice, on diminue de 12% la mortalité globale. C'est quand même pas rien. Donc c'est toujours la même étude qui a poursuivi dans d'autres pathologies, et vous voyez que dans les pathologies comme l'hypertension artérielle, la BPCO, le diabète, les patients fumeurs, les patients qui présentent une obésité morbide ou une hypercholestérolémie, vous retrouvez des résultats tout à fait identiques avec un risque relatif de décès qui est beaucoup plus important chez les sujets qui ne pratiquent pas d'activité physique intensive comparé à ceux qui ont une activité physique relativement intensive et vigoureuse. Mais c'est vrai que c'est difficile de leur faire de l'activité physique très intensive, et on va voir comment on peut effectivement leur proposer ce type d'activité. Alors l'intérêt pour les patients, c'est surtout d'avoir une capacité à l'exercice qui leur permet d'avoir une forme d'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne. Donc sur ce schéma, vous voyez ce dont on a besoin pour réaliser des activités à domicile. Donc vous voyez, par exemple, pour balayer, il faut avoir une capacité à l'exercice de 3,5. Pour nourrir ces animaux domestiques, 2,5 pour arroser les plantes, 2,5 pour porter les petits-enfants, 3. Tout ça pourquoi? Donc en fait, au quotidien, il faut au moins avoir une dépense énergétique ou avoir une capacité à l'exercice de 3 mètres pour réaliser ces activités physiques. Donc ça correspond, en termes de VO2, à une VO2 située entre 10 et 11 millilitres/kilo au seuil ventilatoire.
Alors j'aime beaucoup cette diapositive parce que je crois qu'elle est importante. C'est pour vous montrer qu'en fait, pourquoi cette capacité à l'exercice est importante et pourquoi il faut montrer ce tableau, ou en tout cas prendre le temps de l'expliquer aux patients. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui viennent et qui sont très déconditionnés à l'effort en fonction de leur pathologie, qui ont effectivement une évaluation de leur capacité fonctionnelle, qu'on se retrouve avec des patients qui ont une capacité à l'exercice inférieure à 3 mètres, et bien effectivement, s'ils veulent passer l'aspirateur, balayer ou aller faire du ski de descente avec leurs petits-enfants ou leurs enfants à Noël, ben ça va être compliqué. Parce que pour ça, il faut avoir entre 3 et 5 mètres. Par contre, on peut leur expliquer que, bah, ma foi, il faut peut-être un peu revoir les choses, mais qu'on peut très facilement faire autre chose. On peut peut-être faire en termes de sport, du stretching, du yoga, peut-être faire de l'équitation, on peut jouer au bowling, on peut aller marcher, on peut effectivement s'occuper de ses enfants, on peut aller voyager, faire du tourisme, conduire, et ça suffit effectivement pour les activités de la vie quotidienne. Vous le voyez, c'est ce que je vous ai mis en vert, se doucher, se raser, dépoussiérer, cuisiner. Voilà. Mais s'ils veulent effectivement faire quelque chose de plus intensif, parce que les patients viennent nous voir en disant « moi je veux jardiner, je veux faire mes rosiers », il faut leur dire « actuellement vous ne pouvez pas ». Parce que votre capacité à l'exercice n'est pas là. Par contre, c'est accessible quand vous faites de l'activité physique. Et c'est pour ça qu'on va orienter le réentraînement, la prise en charge, parce qu'il y a un objectif précis. Et puis évidemment, si on me dit « mais docteur, je veux déneiger devant chez moi cet hiver », c'est encore plus difficile parce que là, c'est un exercice extrêmement vigoureux qui demande une dépense énergétique importante. Et donc actuellement, c'est difficile aussi. Donc je crois que c'est aussi important de leur mettre en face ce qu'ils peuvent actuellement faire, ce qu'ils voudraient faire, leur expliquer pourquoi éventuellement ils ne peuvent actuellement pas le faire, parce que la capacité d'exercice n'est pas là. Donc l'exercice, l'activité physique, effectivement, fait partie de la prise en charge de nos patients, qu'il s'agisse dans le cadre d'une prise en charge thérapeutique en prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Ça a été montré déjà en 2015 par Petersen. Vous voyez qu'on peut appliquer effectivement l'exercice et l'activité physique dans toutes les pathologies chroniques. Pas que les pathologies neurologiques, cardiovasculaires, pulmonaires, mais également psychiatriques, les pathologies métaboliques, toutes les pathologies musculo-squelettiques et bien évidemment les pathologies cancéreuses. Alors comment est-ce qu'on peut proposer de l'activité physique à tous ces patients? Bien évidemment, chacun est différent, chacun va avoir des objectifs différents, chacun aura des capacités différentes. Vous connaissez tous le principe de l'épreuve d'effort, ce n'est pas l'objet de la présentation, mais même dans l'épreuve d'effort, il va falloir individualiser pour pouvoir évaluer de manière objective les capacités à l'exercice. Pour nous, c'est important de dire aux patients, voilà, votre seuil ventilatoire, votre premier seuil, il est là, votre pic de VO2 est là, vous avez ou pas une possibilité de marge de progression en fonction de votre objectif. Et puis vous savez qu'au niveau de l'incrémentation, on essaye de faire aussi des épreuves d'effort relativement courtes pour obtenir un pic en 10-15 minutes. Et on incrémente aussi en fonction des capacités des patients. Et on se fixe effectivement ce premier seuil ventilatoire que vous connaissez. C'est un peu des retites. C'est vrai que c'est la zone cible du réentraînement, mais pas que, parce que c'est le seuil en dessous duquel les patients peuvent travailler, mais c'est aussi le seuil au-dessus duquel ils vont avoir des difficultés. Et quand ils ont des objectifs pas forcément réalistes, on peut aussi leur expliquer, non, vous ne pouvez pas actuellement parce que vous voulez travailler au-dessus du seuil et vous êtes obligé de travailler en dessous du seuil. Et si on veut faire des activités de la vie quotidienne en sous-maximal, pour que ce soit effectivement pérenne, pour qu'il y ait également une adhésion au traitement, que les gens continuent, souvent les gens arrêtent parce que c'est trop difficile, il faut aussi pouvoir leur proposer quelque chose où ils ont envie de continuer. Donc ça nécessite aussi de connaître les spécificités de la maladie, et c'est pour ça que c'est important que les équipes médicales et paramédicales soient formées aux spécificités des différentes pathologies. Aussi bien quand on veut évaluer les patients, on ne fait pas un test d'effort de la même manière chez un patient qui a une insuffisance cardiaque, qui a une sclérose en plaques, qui a un AVC ou qui a une BPCO. Les protocoles sont assez classiques, par exemple pour une BPCO, on est obligé d'ajuster l'épreuve au VEMS. Pour les insuffisances cardiaques, c'est des protocoles classiques de 10 watts par minute. Et pour tout ce qui est sclérose en plaques, Parkinson, j'en parle un peu plus parce que nous, on a un programme Parkinson et sport, sclérose en plaques et sport. Et on est obligé effectivement d'ajuster aux déficiences, à la fatigabilité,
aux douleurs quelquefois musculo-squelettiques qui se surajoutent. C'est également vrai pour les pathologies de l'appareil locomoteur. On est aussi obligé d'ajuster aux déficiences, mais surtout très souvent aux ressentis douloureux. Et puis les activités physiques doivent être adaptées au type de handicap avec des objectifs précis. Si l'objectif c'est la marche, on propose une activité physique orientée, centrée vers la tâche, vers la marche. Je rappelle que souvent on pense que quand on veut améliorer la marche, il faut à tout prix faire du cardio. Non, il faut surtout faire du renforcement des membres inférieurs aussi. Il faut associer les deux, combiner les deux. Et si on n'est plus dans cette démarche-là de marche ou de déplacement, si l'autonomie c'est le fauteuil roulant, bien évidemment qu'il faut athlétiser les membres supérieurs. Donc les bénéfices escomptés chez les patients en situation de handicap, il faut faire de la prévention. Pourquoi? Parce qu'on veut casser la spirale du déconditionnement. Maxence vous en a parlé, les patients en situation de handicap ont une sédentarité beaucoup plus importante que les sujets sains. Là, c'est un exemple justement chez les patients AVC, où il a été comparé le niveau d'activité physique par rapport à la population saine. Et vous voyez qu'en termes de dépenses énergétiques et en termes de nombre de pas, ils ont une inactivité physique, une sédentarité, puisque les chiffres sont de moitié moindres par rapport aux sujets sains. Donc si vous voulez, ils ont quelque part double peine, ils ont la maladie avec les déficiences, et en plus, ils font moins de pas, ils ont une dépense énergétique moins importante. Donc c'est difficile de leur proposer une activité physique parce qu'ils sont extrêmement déconditionnés à l'effort. Mais au-delà de ça, c'est aussi de leur redonner l'accès à leur vie personnelle, familiale, professionnelle, redonner un accès aux activités domestiques, aux activités de loisirs, aux activités sociales. Donc là, par exemple, c'est une patiente qu'on avait dans notre protocole sclérose en plaques et sport. Donc quand elle est venue, elle a été évaluée, vous voyez un pic de VO2 à 14, un premier seuil à 60% du pic de VO2. Donc ça correspond à peu près à 2,5 mètres. Donc avec 2,5 mètres, vous pouvez cuisiner. Le ménage, elle ne peut pas faire, c'était difficile, elle était rapidement essoufflée. Et puis, elle ne pouvait pas aller marcher 3 km/h. Donc, on l'a réentraînée, elle a eu de l'activité physique pendant 6 semaines, avec un gain de 15%. Et vous voyez qu'elle est passée de 14 à 16 en pic de VO2, de 60% à 70%, et de 2,5 à 3,2. Et ça lui permet, cette fois-ci, de continuer à cuisiner, bien sûr, de faire le ménage, mais également d'aller marcher. Donc, je vous remontre ce tableau. Encore une fois, c'est important pour nous, médecins, de pouvoir évaluer les patients, pour pouvoir leur dire ça, vous pouvez faire, ça, vous ne pouvez pas faire, mais si c'est votre objectif, c'est atteignable parce que toutes les activités sont quantifiées, quantifiables et qu'on peut effectivement mesurer et encourager les patients à faire un réentraînement. Mais c'est aussi important pour les patients, finalement, de comprendre pourquoi actuellement ils ne peuvent pas faire cette activité-là, parce qu'ils n'en sont pas capables. Ça leur permet de mieux appréhender leur handicap et de se fixer effectivement des objectifs réalistes. Et puis le plus important, finalement, ce n'est pas simplement faire de l'activité physique pendant 6 semaines avec un éducateur sportif, c'est surtout de maintenir. Comment on fait actuellement pour maintenir les acquis chez ces patients ? Idéalement, c'est effectivement de faire 2 à 3 séances par semaine. C'est exactement les mêmes recommandations que chez le sujet sain. Les recommandations de l'OMS sont les mêmes chez le sujet sain et chez les patients qui présentent une pathologie chronique. Mais très honnêtement, il vaut mieux acheter un chien quelquefois qu'un vélo d'appartement. Au début, tout le monde chausse son jogging, achète ses super baskets et puis achète chez Decathlon le tapis de marche, le vélo à la maison et finalement ça devient le porte-manteau de l'appartement. Donc il vaut mieux encourager le déplacement actif, acheter un chien, sortir, motiver les patients et je pense que c'est aussi notre rôle de développer ça et d'encourager nos patients, ce qui n'est pas facile. Il faut déjà en être convaincu en tant que médecin. Et si on veut améliorer les performances, parce que souvent les gens pensent je veux faire plus, quand on n'avance pas, on recule. Donc si vous voulez améliorer les performances, il faut augmenter le niveau d'intensité, le niveau d'exercice. Donc là, c'est au moins 3 séances par semaine, ça ne se fait pas tout seul. Et puis, il faut encore une fois fixer des objectifs
pour une sollicitation spécifique quand on veut vraiment améliorer un paramètre ciblé. Et là, le seul moyen, c'est d'essayer de proposer un travail en haute intensité. C'est faisable. On a des revues enfin des articles qui montrent qu'effectivement, on peut faire du travail à haute intensité et ça permet effectivement d'augmenter, au-delà du maintien, mais vraiment d'améliorer les performances si c'est l'objectif du patient. Enfin, l'importance de la prévention, c'est que vous allez également diminuer le ressenti de la dyspnée. Parce qu'au début, quand les patients veulent faire de l'activité physique, beaucoup d'entre eux sont très déconditionnés, très dyspniques. Et vous voyez, là, c'est un exemple chez des patients transplantés cardiaques ou qui ont une BPCO sévère. Vous voyez que pour une même ventilation, par exemple 30 litres par minute, eh bien, avant réentraînement, la sensation de difficulté, donc mesurée par l'échelle de Borg, elle était plutôt aux environs de 5. Et après réentraînement, vous avez cette sensation de difficulté qui est abaissée. Donc pour une même ventilation, pour un même effort, vous avez un ressenti, une perception de l'effort qui est moindre. Ce qui est également intéressant, ça va permettre aux patients également de continuer. Et puis ils vont se dire, bah, maintenant j'arrive à faire ça, donc j'ai envie de progresser, d'avancer et de continuer. Donc retenez que la prévention devrait être le véritable traitement. On devrait d'emblée leur dire faites de la prévention, ne pas attendre que la pathologie s'aggrave. Donc ça concerne bien sûr toutes les situations de handicap. La posologie, on en a parlé, c'est une vraie prescription. Hein. Vous savez, c'est la prescription non médicamenteuse et on doit l'apprendre. Ça doit aussi être appris à la faculté de médecine. Ça apparaît lentement, mais c'est encore peu présent. Les effets indésirables sont, on dit je ne peux pas faire, ou la famille vous dit ah non, non, fais surtout rien, tu vas t'aggraver, tu vas être fatigué. Non, on est fatigué comme tout à chacun quand on commence à faire une activité physique et sportive. Les contre-indications, elles sont relativement rares. C'est pour ça qu'on fait une visite médicale, une consultation. C'est tout ce qui est maladie chronique en décompensation et les poussées inflammatoires sévères. Mais c'est relativement rare quand il y a effectivement un accompagnement, une évaluation des capacités et que c'est personnalisé. Et enfin, un peu des perspectives sur les nouvelles techniques d'entraînement, enfin qui ne sont pas si nouvelles que ça, qui sont l'exercice en monde excentrique qui a longtemps été décrié parce que ça a donné des lésions musculaires, alors que c'est une très belle modalité d'entraînement. C'est très utile dans les situations métaboliques fragiles, puisque effectivement, ça permet pour une faible sollicitation métabolique d'avoir une forte sollicitation mécanique et ça permet de faire du renforcement musculaire. Ça date pas d'hier, vous voyez, puisque c'est le petit modèle fait par monsieur et madame Abbott, c'était des Anglais. Et donc, ce sont deux pédaliers inversés. Le concentrique, vous pédalez dans le sens normal et l'excentrique dans l'autre sens. Et la légende dit que madame Abbott, qui était sur le vélo excentrique, avait réussi à freiner monsieur, puisqu'elle développait une force musculaire beaucoup plus importante. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et ça, c'est intéressant parce que c'est assez facile au début pour les patients. Bien sûr, il faut que ce soit accompagné, mais ça permet d'initier l'activité physique au début. Donc, en conclusion, les capacités à l'exercice sont un facteur de prévention cardiovasculaire dans les pathologies chroniques et dans le handicap. L'activité physique reste applicable pour toutes les pathologies. C'est pour ça qu'il faut l'adapter, l'individualiser. Et puis, la problématique actuelle, c'est que c'est un enjeu sociétal. Il faut trouver un moyen de convaincre nos patients, de diffuser cette information et cette formation dans les facultés de médecine, de former effectivement les médecins, de les informer de l'utilité. Alors c'est sûr que dans une consultation de médecine générale, on n'a pas le temps de passer une demi-heure, alors faire l'entretien motivationnel, mais il faut quand même aller vers ça, vers informer, former que c'est un vrai traitement. C'est en cours puisqu'il y a les recommandations EHS sur la promotion de l'activité physique dans les pathologies chroniques. Il y a effectivement le médico-sport santé dans le cadre du Vidal du sport et j'ai écrit la partie sur tout ce qui est sclérose en plaques, Parkinson, si vous pouvez vous y référer. Et puis plus récemment, il a été décidé sous l'égide du CNESF de faire une formation en e-learning pour les professionnels et les médicaux et paramédicaux. Vous retrouverez effectivement différents modules concernant la place de l'activité physique dans les pathologies chroniques. Voilà, j'espère que j'ai rattrapé le retard et je vous remercie pour votre attention.